Salut tout le monde, moi c'est Maxime, tu peux m'appeler Kamina, j'ai 23 ans et aujourd'hui j'habite près de Bordeaux. L'histoire que je vais vous raconter c'est parce qu'il y a 2 ans, en 2021, je m'appelais toujours Maxime, sauf que j'habitais à Lille et que j'avais décidé de faire un truc qui s'appelle le GR20. Le GR20 c'est quoi? Le GR20 c'est un chemin de grande randonnée qui traverse la Corse du nord au sud, de Calvi à Conca, qui fait environ 180 km et 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif bien sûr. Comment j'ai eu l'idée de faire le GR20? En regardant une vidéo d'Antoine Fonbonne où il faisait le GR20, il l'a fait avec son frère. Et j'ai trouvé ça incroyable et je me suis dit vas-y, j'adore l'aventure, sauf que j'ai jamais rien vécu. Donc j'ai envie de faire quelque chose de mon été. Et j'ai dit à ma copine que je voulais faire le GR20. Et j'ai dit à son père que je voulais faire le GR20. Et son père m'a dit c'est un de mes rêves, je viens avec toi. D'ailleurs merci Laurent, parce que c'est grâce à toi que j'ai réellement fait le GR20. Parce que tu nous as trouvé les billets d'avion pas chers, tu nous as trouvé des tentes pas chères. Donc merci beaucoup mon Lolo, c'est grâce à toi. Alors quand est-ce que j'ai fait le GR20? J'ai fait le GR20 du 20 juillet 2021 au 29 juillet 2021, ce qui nous représente 10 jours. Et on va recommencer un peu avant, on va retourner un peu plus loin. Comment je me suis préparé? Donc moi j'ai toujours fait du sport, que ce soit course à pied, judo et pendant ces périodes-là crossfit. Donc j'avais une condition physique qui était assez pas mal. J'ai commencé le GR20 avec cette forme de physique-là, donc je pesais environ 80 kg. Je faisais une bonne dizaine d'heures de sport par semaine quoi. Quel sac j'ai utilisé? J'ai utilisé un sac Fort Class de Decathlon, un 50 litres ou 50 plus 10, je ne sais plus exactement. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas cher et que j'avais un petit budget. Je pouvais prendre un sac de randonnée mais il coûtait 120 €. J'avais clairement pas 120 € à mettre dans un sac, surtout qu'il restait encore tout le reste de l'équipement. Donc tente, sac de couchage, vêtements, chaussures, billets d'avion, refuge. Je pouvais pas me permettre de dépenser trop d'argent dans le sac. Au final, il m'a très bien servi. Je l'utilise encore aujourd'hui. Donc je le conseille fortement pour toutes les personnes qui sont un peu dures au mal, qui n'ont pas forcément besoin d'énormément de confort. Là où le sac de randonnée apportera lui une légèreté, un peu plus de rangement, le sac de voyage est un peu plus léger, un peu plus lourd pardon, un peu moins bien rangé, mais tout aussi pratique. Pour la tente, pareil, c'est mon cher Lolo qui l'a acheté pour moi. Donc c'est celle-ci. J'ai plus du tout le nom. C'est une tente AliExpress qui nous a coûté 70 €. Lolo a comparé plein de tentes sur AliExpress, en prix, en poids, en qualité. Il a regardé une tente du coup qui était pas chère, qui avait plein de bons avis. C'est tombé sur celle-là. Du coup, comment on a préparé le GR20? Comme je l'ai dit, on a pris l'avion le 19 juillet 2021 pour arriver en Corse. On est allé au premier refuge de Calanzana. On a posé notre tente. Une fois qu'on était là-bas, on nous a appris qu'on pouvait réserver dans les refuges auxquels on voulait aller. Avec Lolo, on avait prévu de le faire en 10 jours le GR20. Donc on a pris notre téléphone, on a réservé chaque jour en disant quel jour on allait faire 2 étapes, quel jour on allait faire une étape. Vous allez voir que ça ne s'est pas forcément passé comme prévu. Mais du coup, premier jour, on s'est fait quelques connaissances là-bas qu'on suivra pendant un bon 4 ou 5 jours, il me semble. Je me souviens, cette nuit-là, j'ai pas trop réussi à dormir à cause de l'excitation. J'étais en Corse, j'étais dans ma tente et j'allais partir pour un trek de 10 jours. Je me souviens que même pendant cette période-là, j'avais toujours YouTube en tête. Donc j'ai filmé pas mal de photos et puis pas mal de vidéos de toute l'aventure que je vais vous montrer au fur et à mesure. Et j'ai également pris des notes chaque soir avant d'aller me coucher de tout ce qui s'était passé dans la journée. Et je vais vous raconter ça justement. On va se replonger dans les souvenirs ensemble, vous et moi, en intime. On est parti. Jour 1, 20h07, départ 7h. Ce que l'on voit depuis Calanzana n'est même pas un quart de la première étape. La suite se trouve encore derrière la montagne. On a croisé des vaches qui descendaient la montagne. Arrivé à la moitié de l'étape, cela devient un peu plus technique. Quelques parties de grimpettes surprennent un peu et annoncent la couleur pour la suite. Le refuge est visible au loin, mais présente encore 1 heure, voire 1h30 de marche. En fin de journée, on peut dire qu'on a pris une sacrée claque sur la deuxième partie. On savait que ça allait être dur, mais on ne savait pas comment. La montagne nous l'a dit d'office. On n'a pas suffisamment mangé au matin, ni articulé les pauses. Au soir, le repas m'a suffi pour reprendre des forces. Laurent, lui, a eu plus de mal que moi. Très content d'avoir une moustiquaire au vu des insectes dans ma tente, entre la bâche et la moustiquaire. Donc comme je viens de le dire, quand on a réservé les étapes, on n'a regardé que le kilométrage et vraiment pas le dénivelé. C'est pour ça qu'on se disait, 10 km, on fait une doublette ce jour-là. Bon, on a été un minimum prévoyant, on s'est dit premier jour, on fait une seule étape pour se dire d'y aller tranquillement. Sauf que comme vous avez pu le voir, on est parti, il était 7h, on est arrivé, il était 15h passé. Au déjeuner, j'ai pris une pomme,
en me disant que pour 10 km, ça allait me suffire. Au pire, j'avais des compotes et des barres de céréales dans mon sac pour les collations. Sauf que il me semble qu'après 5 heures de marche, je me suis assis sur un rocher. J'ai dit à Laurent, ah, on a une belle vue ici. C'était juste pour me reposer un petit peu parce que j'avais la tête dans le cul. Je voyais flou comme ça. Je me suis dit, bon, je vais m'asseoir, je vais manger une compote, je vais attendre 10 minutes et on va voir comment ça se passe. Et ça, c'était encore du coup à une bonne heure, 1 heure et demie du refuge. Donc, comme je viens de dire, avec Laurent, on s'est pris une sacrée claque pour le jour 1. On a vu des sacrés paysages, ça par contre, on ne peut pas le nier. On a fait des belles rencontres, comme j'ai dit, qu'on retrouvera même 2 ou 3 jours plus tard. Mais vraiment, en termes d'effort physique, de chaleur, là, on s'est dit, ok, donc ça va être comme ça pendant 16 étapes. Ça, c'est la première, on a mis 7 heures. À savoir qu'on avait prévu de faire l'étape 2 et 3 dans la même journée, donc le lendemain. Comme j'ai dit au soir, on avait eu en plat des pâtes avec de la sauce tomate, un peu de jambon, une tartine. Moi, 1 heure après le repas, j'étais en pleine forme, j'avais bien récupéré, etc. Toujours un peu mal aux épaules à cause du sac. Et je regardais Laurent, je voyais qu'il était vraiment fatigué. Ça s'est vérifié le lendemain matin. Je vous dis ça tout de suite. On est parti pour le jour 2. Départ de Orti-Dipou, jour 2, 21h07. Départ 6h25. Beaucoup plus dur techniquement que le jour 1, mais je l'ai mieux senti. Manger correctement au matin et au soir est suffisant pour moi. On a croisé un gars avec un gilet lesté. C'est un militaire qui avait un sac suffisant pour 4 jours d'autonomie. Il y a une petite source d'eau à 45 minutes de Orti-Dipou. Le départ donne direct sur une belle montée et plusieurs heures de crête donnant enfin sur une belle descente qui ne finit jamais sur de la petite roche et de la poussière. Et encore là, on voit le refuge de loin. Ne pas se fier aux kilomètres écrits sur les guides. On a croisé un daim ou une biche dans le refuge, c'était très cool. Le refuge est bien fait. Il y a une source suffisante pour une petite baignade à 10 minutes d'après d'autres randonneurs. On n'a pas été vérifié parce qu'on était encore très fatigué. Récap de la journée, plus facile physiquement car on sait à quoi s'attendre, plus dur techniquement et des paysages incroyables. Mes préférés du voyage. Les 2 premières journées sont assez éprouvantes physiquement et mentalement. On est arrivé à Kaotsu à 16h. Donc je répète, le départ 6h25, arrivé 16h, ça fait 10 heures de marche. Comme j'ai dit, la deuxième étape a été très éprouvante. On est reparti d'environ 1000 mètres de dénivelé au matin jusqu'à 1600 ou 1800. On a marché plusieurs heures sur des crêtes. Je rappelle qu'on était en juillet, c'était des très fortes chaleurs en Corse. J'avais juste, il me semble, j'avais 1 litre d'eau pour la journée. Donc pour 10 heures, c'était très peu. Très peu. Honnêtement, j'ai souffert un petit peu. Donc, belle montée sur à peu près 800 mètres de dénivelé. On longe les côtes et on redescend. Encore une fois, on voyait le refuge de loin. Normalement, vous avez des images qui passent aussi. Mais c'est pas parce qu'on le voit qu'il est proche et qu'on est bientôt arrivé. Quand je croisais des personnes parce que du coup, nous, on le faisait du nord au sud. Il y a des gens qui le faisaient du sud au nord. On croisait des gens, je leur demandais à quoi ressemblait l'étape. Ils me disaient, c'est une grosse montée, on est en haut et après, ça fait la descente. Moi, je me dis, montée, ligne droite, descente. Sur le guide, il est écrit que ça se fait en 12 km. Je me dis, même en marchant tranquillement, 4 heures, 5 heures, c'est fait, tranquille. Non. Ah non, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Moi, en plus, le mec, il m'a dit ça, donc quand on était sur les crêtes et qu'on avait une descente, je disais à Lolo, on descend, on est arrivé. Non, non, non. Encore une fois, on était toujours sur les crêtes. Moi, je pensais que les crêtes, c'était juste du presque plat, quoi, avec des petites montées, des petites descentes. Je pensais pas que ça descendait sur 200 mètres, remontait sur 200 mètres et on repartait sur ça. Donc ouais, la deuxième journée a été très dure pour moi et pour Lolo. Moi, vu que je me suis dit après le jour 1, ça va être au mental, on y va jusqu'au bout. Lolo, jour 1, il a eu très mal. Lolo, jour 2, il a eu très mal aussi. Et par contre, le refuge était incroyable. C'est un des plus beaux refuges. Pareil pour la vue, c'était incroyable. Mais niveau fatigue physique et mentale, quand on n'est pas forcément prêt à ce à quoi on va avoir, ça fait très mal et c'est très dur. Il y avait des douches avec de l'eau froide. Il faut savoir que vous aurez quasiment toujours, si ce n'est toujours, de l'eau froide dans le refuge. Là, on avait de la chance parce qu'il y avait, il me semble, 6 douches. Il y a des refuges où il y a 1 ou 2 douches. Donc quand vous avez 70 personnes qui viennent de finir 1 à 2 étapes, à 3 étapes, c'est assez compliqué. Je pense que vous l'aurez compris du coup. Jour 2, on aura fait une seule étape avec mon Lolo. Donc l'étape de Orti-Dipou à Kaotsu pour le deuxième refuge en 10 heures. Et on fera l'étape 3 le lendemain. On part pour le 3e jour. Jour numéro 3, départ de Kaotsu le 22-07, départ à 6h20.
Grosse montée pour débuter encore. Il y a une piscine naturelle à 1800 mètres d'altitude après 1h30 de marche. Montée et descente aussi forte que la veille. Le refuge indique la fin, mais pas que la fin est proche. On a encore 2 heures de marche, comme pour les autres jours, entre quand on voit le refuge et quand on est au refuge. Des trailers faisaient le GR entier en 3 jours. Donc c'était pendant la course, l'Ultra Trail qui traversait le GR20. On était à peine à l'étape 3, il y avait déjà 1 heure d'écart entre le premier et le deuxième. Le refuge est de très bonne qualité. Boissons, aliments moins chers qu'ailleurs, plus snacks et restos car c'est une station de ski l'hiver. Oui, j'ai pris un burger. Laurent décide d'abandonner. On appelle sa famille pour qu'elle vienne le chercher. Il y a encore des vaches qui se baladent. On est arrivé à Ascou à 13h30, après un départ à 6h20, soit 6 heures de marche. C'est une journée qui, en termes de dénivelé, ressemble beaucoup au jour 2, même si un peu plus courte, pas mal plus courte. C'est bien parce que sur la montée, en plus, on a plusieurs fois des bassins naturels. J'ai été me baigner dans un des deux. C'était assez frais. C'était très beau. On a croisé pas mal de gens et comme je dis, on a croisé les trailers du coup qui faisaient en courant en moins de 3 jours. Je crois le premier, il a dû mettre entre une trentaine d'heures, je crois, entre 20 et 30 heures pour faire le GR20, ce qui est énorme, sachant que moi j'ai mis 10 jours. Mais j'en ai chié en 10 jours. Et lui, il l'a fait en moins de 40 heures. Donc c'est incroyable. Comme je disais, c'est le jour où Laurent a décidé d'abandonner. Il a énormément de mérite d'avoir fait les 3 premières étapes. Il sait déjà et on s'est déjà dit qu'on allait retourner ensemble pour le finir. Donc après plusieurs entorses et une grosse chaleur, beaucoup de fatigue, parce qu'en plus, à savoir que mon Lolo a voulu faire le GR20 après avoir travaillé pendant presque 6 mois non-stop, de 21h à 5h chaque nuit, sachant qu'il ne termine pas, il m'a offert un super burger au resto, donc merci mon Lolo. Je me souviens du réveil du 4e jour, je vais vous lire dans quelques secondes mes notes, mais c'était assez bizarre de partir tout seul sur mon Lolo, qui m'a beaucoup accompagné pendant les 3 premiers jours. Jour 4, 23-07, départ à 5h40. Premier départ solo pour le cercle de la solitude, haha, comme par hasard. Il y a une petite source à 15 minutes du refuge. Je suis parti à la frontale et le soleil s'est levé très peu de temps après à 6h. J'ai fait une pause à 2100 mètres d'altitude après 1h30 de marche. C'est très casse-gueule car on a un gros dénivelé. C'est glissant, il y a quelques passages difficiles, mais la vue est incroyable. Après 3h20 de montée, j'ai fini à 2600 mètres d'altitude à 9h du matin. J'ai pas été jusqu'au Monte Cinto parce que je voulais doubler ce jour-là et que je voulais pas perdre de temps. On entame une descente qui s'annonce aussi longue que la montée. Difficilement praticable au début, le paysage s'adoucit ensuite, mais pas le dénivelé. Départ 5h40, arrivé à 11h15 à Chigueto. Je suis reparti 45 minutes plus tard à midi. Il y avait plein de déchets sous Chigueto. Je ne sais pas si c'est du refuge ou si c'est autre chose. Il y a une bergère à 30 minutes, beaucoup plus accueillante que le refuge de Chigueto. Je me suis perdu juste après, car les repères sont beaucoup moins fréquents et qu'il y a des risques de se tromper de chemin. Moi, 3 fois. Au même endroit. On commence en forêt et on finit en montagne, mais encore sur une montée cette fois, en plein soleil jusqu'à 18h. Rencontre du Suisse Henri, le refuge de Cortouli di Mori à 17h30, très dégagé à 2000 mètres d'altitude, une seule douche, et il y a des vaches avec des cloches autour du cou qui sonnent toute la nuit. Voilà, donc premier jour tout seul, j'ai décidé de doubler les étapes, donc j'ai fait les étapes 4 et 5 à la suite. L'étape 4 démarre de Ascou et va jusqu'à Chigueto. Donc je ne suis pas resté très longtemps, j'ai juste mangé un casse-dalle et je suis parti. Et j'ai bu un peu et après je suis parti. Juste après, il y avait une bergerie. À savoir qu'entre Ascou et Chigueto, on n'a pas besoin forcément de le faire. C'est une étape très très éprouvante physiquement, avec beaucoup de dénivelé. Et on peut faire le tour en bus. Donc il y avait un bus qui partait de Ascou et qui allait jusqu'à la bergerie. Donc ça peut éviter pour les personnes qui ont un peu peur de pratiquer la randonnée en montagne, sachant que comme je dis c'était assez technique. J'étais très fier de moi ce jour-là parce que je suis parti à 5h et je suis arrivé à 11h, enfin je suis parti à 5h40 et je suis arrivé à 11h à Chigueto, sachant que c'est une étape qui était prévue normalement en 8h d'après les guides, donc je l'ai fait en 5h. Je suis parti de Chigueto pour aller à l'étape à Cortouli di Mori. Je me suis perdu après une demi-heure de marche. Honnêtement, je suis parti de Chigueto. J'étais en mode vaillant comme ça, je me suis dit ok, première étape facile, deuxième étape elle est plus courte, ça va être bidon. Je me suis perdu pendant 1 heure. J'ai dû faire marche arrière pour retourner jusqu'à la bergerie et après essayer de suivre les autres chemins. Et je me suis encore perdu en route, j'ai dû demander de l'aide à des randonneurs et tout ça qui passaient, qui avaient une carte.
pour m'aiguiller à retrouver la route. C'était n'importe quoi. Comme je dis, j'ai rencontré Henri, donc un Suisse. J'ai aucun contact avec lui, mais Henri, sache que si tu vois cette vidéo, je te passe un bonjour, je te dis un grand merci pour les quelques jours qu'on avait passés ensemble pendant le jardin. Donc j'ai croisé Henri dans la côte qui allait jusqu'au refuge. C'était un moment très éprouvant pour moi parce qu'on était en milieu fin d'après-midi. Il y avait le soleil qui était juste au-dessus de nous. C'était affreux. Je me suis assis sur un rocher parce que j'étais déshydraté, j'avais plus d'eau, j'avais plus rien. J'ai enfilé 3 compotes parce que c'est ce truc à peu près liquide que j'avais. À un moment, je me suis posé comme ça et j'ai entendu ouais. Donc ça m'a un peu réveillé parce que j'étais un peu dans les vapes et je suis reparti en marchant. J'ai vu l'eau d'une rivière que j'ai voulu remplir ma gourde. Au final, l'eau elle avait un goût un peu salé. C'est certainement une petite rivière qui coulait un peu du refuge. Ça m'a pas du tout réhydraté. Ça m'a peut-être même plus déshydraté qu'autre chose. Mais bon, je suis arrivé à Cortouly-Dimori. J'ai mangé une super omelette au fromage. C'était délicieux. Le seul défaut qu'il y avait à ce refuge, c'est que du coup, il y avait une seule douche pour tout le monde. Mes premières journées tout seul, un peu plus de 10 heures de marche. Je me suis perdu 3 fois. Je me suis dit, si je me perds 3 fois jour 1, ça va être quoi la suite? Ça va être très compliqué. Il manque mon lolo. Mais du coup, on a continué quand même. Jour 5, départ le 24-07 à 7h. On commence par une belle descente, puis du plat en forêt, puis montée en montagne très praticable jusqu'au lac de Ninou, une demi-heure de plage jusqu'au refuge. Tout ça en passant devant 3 bergeries et un hôtel tôt dans la journée où on peut boire et manger à chaque fois. Arrivé à 14h à Manganou, j'ai rencontré 2 jeunes entre 20 et 25 ans qui font le GR en 7 à 8 jours et qui ont triplé les 3 premières étapes. J'ai rencontré des vaches, des chevaux, les repères sont mieux marqués au sol. J'ai pris une omelette à 17h parce que sinon on est obligé de prendre un repas complet, donc entrée plat dessert qui coûte bien plus cher. Merci à une des rencontres de m'avoir laissé la fin de son assiette, sinon c'était tendu pour moi. Belle rencontre et repas au soir. Donc l'épreuve jusqu'à Mangan, c'est une étape qui durait 28 km, mais qui était beaucoup plus plate que les autres. Enfin les 28 km, le dénivelé sur les 28 km était bien mieux réparti. Donc c'était un peu moins dur. Par contre 28 km, je n'ai pas doublé l'étape ce jour-là. Donc c'est bien plus plat. On passe devant le lac de Ninou, qui est un lac incroyable, une très belle vue. À rappeler que même si le GR20 est très éprouvant physiquement et mentalement, les paysages qu'on voit restent, jusqu'à aujourd'hui je suis sûr, les plus beaux que j'ai vus de ma vie. On passe au jour 6. Jour 6, je double les étapes. Départ à 5h55, le 25-07. Grosse montée, balade en crête et belle descente encore jusqu'à Pietra. Parcours aussi, voire plus praticable que les premiers jours, mais aussi technique. Arrivé à 10h15, Petra Piano n'a pas d'eau potable sur place, mais des frites et des Mr Freeze. Départ pour Londa à 11h, coupé par une variante alpine plus technique mais moins longue. Grosse quête montagneuse mais plus courte mais plus dangereuse. Grosse descente, je suis bien grosse parce que j'ai accentué le grosse dans mes notes. Et arrivé à 14h30. Baignade en rivière et dégustation des fameuses lasagnes. Au revoir à Henri qui arrête de doubler à partir d'aujourd'hui. Pluie et gros vent toute la nuit. Donc comme j'ai dit, j'ai doublé les étapes. Donc d'abord on partait de Mangan jusqu'à Petra Piano. C'est pas de la marche comme d'habitude avec la montagne et la terre et des cailloux. Il me semble qu'il y avait des gros rochers et on marchait sur les gros rochers à chaque fois. Très stylé. Donc comme j'ai dit, on arrivait à Petra et il n'y avait pas d'eau potable. Les seules personnes qui ont bu l'eau ont eu la chasse, donc j'ai pas bu. Ensuite on est parti pour Londa. Donc le Londa c'est un refuge qui accueille aussi des touristes parce qu'il est très proche du milieu du GR20 qui est Vidzavon. Vidzavon au milieu de la Corse. Donc il y a pas mal de gens qui vont à Vidzavon et qui font une étape, puis après ils rentrent à Vidzavon. Et du coup la Londa, c'est un refuge qui est très connu pour les lasagnes. Ils font des lasagnes aux épinards. J'étais un peu réticent au début, puis j'ai goûté et c'était délicieux. Il y avait aussi une grosse pluie dans la nuit. Là le refuge était très marrant parce qu'il était entouré de barrières en bois parce qu'il y avait des chevaux autour. Et pendant la nuit, du coup, nous on pendait nos vêtements qu'on venait de laver sur les barrières, sauf qu'il y a eu une tempête pendant la nuit, donc pluie et vent. Je me suis fait réveiller, je crois, à minuit. Je suis sorti pour récupérer mes vêtements avec la tête dans le cul. Et j'ai bien fait parce que le lendemain matin, il y a la moitié des personnes qui avaient pendu leurs affaires sur les barrières ont dû partir chercher leurs vêtements qui s'étaient envolés, je sais pas où. Je ne l'ai pas forcément précisé, mais jusque-là, et pendant tout le GR20 de toute façon, j'allais me coucher peut-être vers 19 ou 20 heures. Parce que j'étais tellement fatigué mentalement. Et ça, c'est un truc que je regrette.
parce que j'aurais adoré faire une nuit à la belle étoile ou juste me coucher plus tard après le coucher de soleil. Jour 7, 26h07, départ 6h. Belle montée, descente rocailleuse et sèche en forêt. Toujours des vaches sur le chemin, mais des sources et des cascades cette fois. Passage de touristes pour la cascade des Anglais quand on se rapproche de Vidzavon. Prix un peu élevé au refuge et un grand choix. Départ 12h. Petite montée d'entrée et source d'eau aux 3/4. Puis terrain assez plat en forêt. Passage au-dessus de quelques cascades. Faux espoir après une cascade. On croit voir le refuge, mais c'est une bergerie indiquant que le refuge est encore à 50 minutes. Le refuge est atteint après une énième montée qui ne finit pas. Arrivé 16h50 à Campanelle. Le refuge ne sert le menu que le soir, mais vend des glaces et diverses nourritures. J'ai pris un sachet de riz Oncle Ben's car étant un refuge très visité par les touristes, il n'y avait plus de place pour manger. Massage des jambes et coucher à 20h, fin de journée. Ça c'est, je pense, la journée qui m'a été la plus difficile. La matinée a été, je suis parti sous beaucoup de vent et un petit peu de pluie jusqu'à Vidzavon. Après il a fait très beau. Sauf qu'entre Vidzavon et le refuge de Campanelle, ça fait que des faux espoirs. Comme je dis, ça fait montée, descente, montée, descente. On croit voir le refuge, c'est pas le refuge. Il disait 50 minutes d'après la bergerie. Il me semble avoir mis plus de temps que ça. Et j'avais tellement une fatigue mentale que ce soir-là, je me suis dit, ok, la suite va être très compliquée. Ça, c'est mon état après cette étape. Jour 8, 27h07, départ 6h15. Diarrhée à cause de la veille, du riz de la veille, pas ouf en plein refuge. Désolé pour la personne qui est passée après moi aux toilettes. Joli chemin en montagne, commençant par une descente présentant plus de descente que de montée, mais terminant par une belle montée quand même qui nous laisse découvrir la mer que l'on n'a pas vue depuis l'étape 3. Arrivé à 12h à Praty, un seul toilette et une douche assez rustique. Donc c'est un jour où moi j'ai doublé, donc j'ai eu la chance de ne pas terminer la journée dans ce refuge-là. Départ 12h35, retour sur des crêtes montagneuses, très peu de forêt sur cette étape, beaucoup de montées à flanc de montagne. Cette étape aurait pu se trouver dans le nord. Arrivé 17h à Ucholu. Rencontre au soir avec 2 jeunes couples d'éducateurs sportifs avec qui j'ai partagé un repas. Le refuge est autant en dénivelé que l'étape. Si on arrive trop tard, on se retrouve tout en bas et on doit tout remonter et escalader pour aller aux toilettes ou pour manger. Bon, même si la veille était assez compliquée, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit, mais j'ai extrêmement bien récupéré. Je me suis réveillé en pleine forme, à part pour la pause toilette, que j'ai renouvelée du coup à midi quand je suis arrivé à Praty. Mais c'était une journée très bonne. J'ai vu une salamandre, il me semble que c'est ce jour-là que j'ai vu une salamandre. Comme dit au soir, j'ai rencontré 2 couples d'éducateurs sportifs avec qui j'ai sympathisé, j'ai fini par manger au soir. J'ai fait, il me semble, la 2e étape de la journée avec eux. Voilà, un petit big up à eux, si jamais ils me reconnaissent et du coup se reconnaissent à travers mes mots. Bonjour, enchanté. Comme je dis aussi, cette fois le refuge est assez en pente. Donc on a vraiment une vraie pente, de toute façon dans le refuge, c'est en montagne. Donc moi je suis arrivé, il me semble, assez tard vu que j'ai doublé les étapes. Et du coup j'ai dormi quasiment tout en bas. Et du coup pour aller me laver ou pour aller manger, il fallait tout remonter. J'avais les jambes explosées. Je me souviens que pendant le GR20, à partir du 4e jour ou 5e jour je crois, dès que j'avais mes chaussures de rando, tout allait bien. Dès que j'ai retiré, que je passais en claquette, je marchais comme un papy. Il se passait un truc mentalement dès que je mettais mes chaussures. Mais dès que je les avais pas, il me semble la montée pour aller manger ou pour aller jusqu'aux toilettes, je devais mettre 10 minutes alors qu'il devait y avoir 100 ou 200 mètres. Je marchais vraiment comme un grand-père. Jour 9, 28h07, départ 6h40. Légère crête en début de parcours. Au réveil, j'ai pu voir les montagnes au-dessus des nuages. Une fois passé les crêtes, on passe sur de la forêt et des champs jusqu'au refuge. Il est possible de prendre une variante qui est l'ancienne route du GR qui relie directement Ucholu à Asino, mais qui dure beaucoup plus longtemps sans possible ravitaillement. Je suis arrivé à 10h à Matalza, élu pire refuge à mes yeux du GR20. Personne pour accueillir ni pour ravitailler. Heureusement qu'il y avait une bergerie juste avant et une juste après. Arrivé à 11h à Crossy, meilleur refuge aux bergeries. J'ai pris une pause d'1 heure là-bas. Il y avait un grand choix de produits. J'ai pris une très bonne omelette encore une fois, il me semble. Ensuite, on a un grand chemin à travers les plaines avec des légères montées. Arrivé sur une bonne montée qui est suivie d'une belle descente d'où on voit le refuge. Arrivé à Asino à 14h30. Le plat du refuge est réputé. Le gardien place lui-même les randonneurs aux tables car il y a beaucoup de demandes.
Là, on arrive sur la fin du GR20. Donc encore une fois, comme pour Vidzavon, il y a beaucoup de touristes qui viennent parfois juste pour faire une ou deux étapes ou pour profiter des fois directement des refuges comme un camping. Donc c'est pour ça que là, c'était un grand refuge et un très bon repas. C'était des lentilles avec des saucissons de là-bas, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était délicieux. Et du coup, comme j'ai dit, c'est directement la personne du refuge qui place tout le monde. Moi, je suis retombé avec les deux couples d'éducateurs sportifs. J'ai récupéré des forces pour le lendemain qui s'annonçait être le dernier jour, donc le 10e jour. 29,07, départ 6h40. Deux chemins possibles pour arriver au refuge suivant, les Écuilles de Bavela ou contourner par la forêt. Ce que j'ai fait car j'en avais ras le cul de la montagne à ce moment-là. Il y a une descente en sortant du refuge qui dure sur une demi-heure, puis un long chemin en forêt, en flanc de montagne, mais très praticable et agréable, laissant une belle vue. Belle montée tout de même pour rejoindre le chemin de la variante alpine, mais restauration possible. Les Aiguilles de Bavela étant touristiques, il y a plusieurs fast-food qui sont présents. J'ai eu pas mal de retours des personnes qui ont pris des aiguilles, qui ont dit que au début c'était très bien, mais plus on avançait dans la journée, plus il y avait de monde, parce que les touristes ils y vont aussi, donc c'est beaucoup plus chiant à faire, surtout que nous du coup on avait un sac à dos assez lourd pour faire la randonnée. Donc j'ai très bien fait et je ne regrette pas du tout d'avoir pris la forêt. Entre la restauration et le refuge, montée et descente de 30 minutes chacun à bon rythme, suivi d'une vingtaine de minutes en forêt. Paysage complètement différent à partir d'ici. Montagne beaucoup plus orangée et la flore est plus sèche. Je suis arrivé à 12h25 à Paliri, le dernier refuge. Je suis reparti à 13h15. Personnellement, grosse montée d'énergie d'ici là, sachant que c'était la dernière étape. Et j'ai pris beaucoup de plaisir sur le chemin. Plusieurs rencontres de groupes de personnes débutant le GR du sud vers le nord. Étape peu technique, mais assez dure physiquement, due au dénivelé positif et surtout négatif, parce que du coup on redescend vers la mer. Fin d'étape en flanc de montagne et arrivé en ville par un petit chemin entouré d'arbres, donc surprise, parce qu'on ne voit pas du tout l'arrivée arriver. Attention, le refuge n'est pas juste à la sortie, mais encore 500 mètres ou 1 km plus loin. Je suis donc arrivé à Konka à 16h45. Les gardiens sont très gentils et accueillants, très renseignés pour les différentes destinations d'après GR. Donc c'est à savoir qu'une fois qu'on a fini le GR20, on peut aller partout en Corse. Il y a des bus ou des trains qui nous amènent un peu partout. C'est pour ça que je dis très renseigné. Et proposant une bonne carte de menu pour reprendre des forces. Le refuge est aussi un camping, donc les douches et les toilettes sont plus que fonctionnelles. J'ai eu de l'eau chaude, si je ne dis pas de bêtises, et c'était incroyable. Attention lors de la nuit, car on n'est plus en montagne et qu'il fait bien plus chaud. Donc ma dernière journée s'est encore déroulée par une double étape, enfin 2 étapes dans la même journée. Se dire que c'est le dernier jour, qu'on arrive à la fin, qu'on a réussi potentiellement à faire le GR20, c'est un sacré truc. C'est un sacré truc. Je me souviens quand je suis arrivé au refuge, je me suis pris une glace, je me suis pris 2 canettes, parce que à savoir que mon rituel de fin d'étape, c'était de me prendre une canette pour me récompenser d'avoir fini mon étape. Et j'ai appelé tour à tour ma famille proche, donc j'ai appelé mes parents, ma copine, mon parrain, mon frère, ma soeur, mon grand-père. Un grand soulagement d'avoir fini, une grande fierté d'avoir réussi, honnêtement c'est quelque chose que je regrette pas du tout d'avoir fait. C'était vraiment une expérience que je referai certainement dans ma vie, en Corse et aussi ailleurs dans le monde. C'est incroyable. Pour un récap que j'ai écrit 2 semaines après, le GR20 est une expérience incroyable, les paysages sont fantastiques, toutes les personnes rencontrées ont été plus que sympathiques. La randonnée est plaisante après coup, bien que très éprouvante lors du parcours. Ceux qui disent que le sud est plus simple que le nord sont des menteurs. Le parcours est moins technique, mais toujours aussi physique. Et du coup, après presque 2 ans, je peux vous dire que le GR20 c'est toujours une expérience incroyable. Ça me laisse toujours des souvenirs incroyables. Énormément hâte de refaire une aventure comme ça. C'est pour ça aussi que je me suis mis à l'endurance, donc avec le marathon, le trail, le triathlon que je fais bientôt et la course de vélo. Ça me permettrait de faire à peu près autant de distance en beaucoup moins de temps. Donc c'est là que j'apprécie beaucoup. Mais le GR20 est quand même une expérience incroyable. J'espère que vous avez apprécié toutes les photos et les vidéos que j'ai pu vous montrer. J'espère que j'ai réussi à ne pas bégayer, à ne pas zozoter pendant mon récit, on va dire ça comme ça. Si vous voulez, dans quelques temps, je vais continuer d'autres aventures, donc avec un triathlon qui arrive très bientôt, une course de vélo, un trail en fin d'année, potentiellement un Ironman l'an prochain. Je vous laisse suivre tout ça sur cette chaîne YouTube. Je poste une vidéo par semaine, je poste aussi tous mes entraînements journaliers sur Instagram, Camina la bûche, n'hésitez pas à me suivre aussi.
J'espère que vous avez apprécié ce récit, cette vidéo, que je n'ai pas été trop long, que ça a été plaisant à regarder. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Maxime et Kamina, ton préparateur physique préféré. À la semaine prochaine, c'est ciao!